Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, le trafic maritime mondial a triplé en 20 ans. C'est une étude menée à Brest, à Ifremer, qui le montre. Elle montre aussi l'impact de ce trafic sur le milieu naturel. Suite et fin de notre série Tempête, quel bilan un an après? Aujourd'hui, nous nous rendons à Morlaix, où les inondations à répétition de l'hiver dernier ont marqué les esprits, notamment auprès des commerçants. Des études sur les moyens à suivre sont en cours, mais ça prend du temps. Ce week-end, la petite commune de Lanarvilly accueille la finale du cyclocross, de championnat de France de cyclocross, portrait de Tony Perriou, le local de l'étape, vice-champion de Bretagne, à tout juste 19 ans. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 12 décembre 2014. 20 ans d'observations satellites ont permis de montrer que le trafic maritime mondial a triplé. C'est le résultat d'une étude menée par Ifremer Brest. En revanche, l'augmentation du trafic n'est pas égale sur l'ensemble du globe. En Manche et dans l'Atlantique Nord, la crise est passée par là. Explication. D'habitude, ce scientifique de l'Ifremer observe la dérive des icebergs. Les satellites lui permettent de repérer des objets flottants. Et donc ici, ce qu'on voit très bien, c'est l'ensemble des routes maritimes mondiales, que ce soit celles qui vont par exemple d'Australie vers le Japon ou la Chine. Cette carte est formée par des images satellites prises entre 1992 et 2012 et le résultat est surprenant. Donc on voit très bien qu'on a eu une forte augmentation du trafic, en particulier dans l'océan Indien, c'est-à-dire que le trafic ici, en jaune, est 10 fois plus élevé que le trafic ici en bleu-vert. Dans la mer de Chine, on a vu pratiquement un quadruplement du trafic. L'augmentation du trafic maritime mondial n'est pas homogène. Plus près de nous, la Manche a vu son trafic baisser depuis 2006. Le Cross-Corsen a enregistré 43 000 navires l'année dernière, soit 20% de moins qu'en 2006. Les scientifiques observent surtout l'impact du trafic sur le milieu naturel. Niveau de l'impact des bateaux sur la pollution, ça c'est une certitude. Sur une dizaine d'années, il y a eu une augmentation de 5% le long de ces lignes commerciales des composés azotés. Chaque jour, centaines de navires passent le rail d'Ouessant. Dans le Finistère, la pollution de l'air vient aussi de la mer. Voilà, on reste dans le domaine de l'environnement avec la suite et la fin de notre série. Inondation, tempête, un an après. Quel bilan? Aujourd'hui, nous nous rendons à Morlaix, où les commerçants du centre-ville ont été touchés à plusieurs reprises par les inondations l'hiver dernier. Depuis, quelles mesures ont été mises en place pour éviter la montée des eaux? Le point avec Anne Burlot et Domiti Potonnier. Ici, personne n'a oublié les inondations à répétition qui ont frappé la ville de Morlaix l'hiver dernier. Surtout pas les commerçants de cette rue particulièrement touchés. Dans cette boutique, il y a eu jusqu'à 90 cm d'eau la veille de Noël. Le 24 décembre, chez nous, c'est le deuxième plus gros chiffre d'affaires de l'année. Donc ça a été une catastrophe surtout économique plus que matérielle. On a chiffré ça, c'était à peu près 14 000 €, quoi. On peut difficilement se remettre de pertes ce jour-là. Les assurances n'ont couvert qu'une petite partie du préjudice financier subi par le fleuriste. Pour aider ces commerçants, la communauté de communes de Morlaix est actuellement en train de débloquer des fonds. Au niveau des solutions pérennes contre les risques de crue, c'est le statu quo pour le moment. Finalement, il y a beaucoup d'études qui sont faites et pour l'instant, on est point mort, quoi. Voilà. À part des solutions personnelles comme nous, se barricader, aménager les magasins en fonction de tout ça. En dehors de ça, il n'y a rien de fait, quoi. La municipalité de Morlaix se veut rassurante. Le dossier avance. Nous n'avons jamais été aussi près du but, puisque les inondations de l'hiver dernier ont permis de déclencher et de ressortir la préparation de plan d'action prévention inondation, PAPI. Ce PAPI devrait être labellisé au printemps 2015, ce qui veut dire que les travaux pourraient commencer ensuite avec une amélioration des avaloirs, avec également des bâtards d'eau métalliques pour les commerces, mais aussi des travaux en amont bien entendu, puisque l'eau c'est aussi de l'eau de ruissellement avec des bassins de rétention et du talutage. Donc voilà des exemples de travaux qui pourraient être réalisés. Si tout va bien, ces travaux financés par l'État pourraient démarrer à l'automne 2015. Ils devraient se poursuivre jusqu'en 2017-2018. Chaque année, les dégâts liés aux inondations coûtent 2,4 millions € à la ville. Allez, après les inondations, on parle de
l'assèchement notamment du lac de Guerlédan qui va être vidé de ses 44 millions de mètres cubes d'eau au printemps prochain. Une action nécessaire pour réaliser les travaux sur le barrage hydroélectrique pendant 6 mois d'assec, le moment où le lac est asséché. La fréquentation touristique devrait être importante. Explication de Fanny Coconnier de TB Sud. Cette eau va être évacuée du lac en avril 2000. EDF va lancer la vidange de Guerlédan. Du mois de mai jusqu'au mois de novembre, il sera entièrement vidé. Comme il y a 30 ans, cette action est nécessaire pour réaliser des travaux d'entretien sur le barrage hydroélectrique. Le barrage s'entretient au fil de l'eau régulièrement toute l'année, mais à des espaces de temps assez importants comme tous les 30 ans, il est nécessaire de faire un entretien approfondi du barrage et en particulier des parties qui sont sous l'eau et qui restent sous l'eau pendant des années. On va trouver un barrage avec du génie civil à entretenir, donc un mur en béton on va dire. On va trouver des conduits de fond qui sont en fait des tuyaux qui traversent le barrage et qui permettent de le vidanger, qui sont certainement un petit peu corrodés et qu'il faut remettre à neuf. Une soixantaine de personnes devraient intervenir sur ce chantier. Il représente un investissement de 4 millions d'euros pour l'opérateur électrique. L'État et les collectivités doivent s'adapter. Plusieurs secteurs seront en effet impactés par cette vidange, notamment l'alimentation en eau potable et le devenir des 20 tonnes de poissons. Et il reste une inconnue, l'attrait que va représenter ce paysage hors du commun pendant 6 mois. Il faut être très prudent sur les chiffres parce qu'on ne sait absolument pas quelle sera l'affluence réelle de curiosité autour du barrage pendant l'été. Ça n'empêche pas d'être prudent et de faire comme si. Ce qui est certain par contre, c'est qu'on ne veut pas renouveler la façon dont les choses se sont passées il y a 30 ans, puisque l'accueil du public n'avait pas été organisé à l'époque. Cette fois, plus de 40 hectares de terrains agricoles seront transformés en parking. Une partie d'entre eux pourrait être payant aux périodes de grande affluence. Pour des raisons de sécurité, l'accès au fond du lac asséché sera autorisé uniquement dans le cadre de visites guidées. Il sera donc payant. Allez, sport maintenant, ce dimanche, c'est la finale de la Coupe de France de cyclocross à la Narvilly, dans le Nord Finistère. Parmi les locaux de l'étape, il y a Tony Perriou. Le jeune homme a tout juste 19 ans et il a décidé de se donner 1 an d'activité pro pour percer dans le monde du cyclisme. Un reportage de Domiti Potonnier. Fin de l'entraînement pour Tony Perriou. À 19 ans, le jeune diplômé en pâtisserie raccroche déjà le tablier au profit de sa toute première passion, le cyclisme. Pendant 3 ans, au Drennec, il a été l'apprenti de Claude. Il rechignait jamais sur les heures, donc je lui disais c'est 1 heure de plus, il restait. Par contre, après le dimanche, quand il avait des courses, je le laissais partir plus tôt. J'ai obtenu mon diplôme de mon CAP pâtisserie, du coup je me suis dit avec mes parents pourquoi pas faire 1 an de vélo et essayer quoi. Et pas question pour Claude de lâcher son protégé. Il suit de très près ses performances. Prochaine étape, les championnats de France à la Narvilly. Oh qu'il fasse un podium quoi. Qu'il fasse un podium, ça serait bien. Je fais peut-être beaucoup demander, mais non, mais il est capable quand il veut. Voilà, mon objectif c'est déjà dimanche devant tout le monde que je connais, essayer de faire quelque chose de bien, mais ce sera pas facile parce qu'une Coupe de France, il y a du niveau. Après, ce sera le championnat de France, je pense. Et après, essayer avec le Ligue de faire des belles courses avec la DN1. En pâtisserie comme en vélo, Tony Perriou a le sens de la rigueur. Le vice-champion de Bretagne, à l'aise sur route comme en cross, ne pédale pas moins de 12 heures par semaine. Il y a un niveau, surtout sur la route, c'est très dur de faire des résultats. Il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Et donc après, on verra bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de niveaux, que ça va être très dur. Je crois vraiment en lui, donc je pense qu'il a un gros potentiel. Après, avant, il ne pouvait pas tout le temps l'exploiter avec le travail, donc maintenant, moi j'ai confiance en lui. J'essaye toujours de le battre au sprint, mais j'ai pas réussi beaucoup de fois. De tous ses soutiens, c'est celui de sa famille qui est le plus précieux. Ça a été l'entraînement. Tony a commencé le vélo il y a 14 ans. Depuis, sa famille le suit dans tous ses déplacements. C'est une passion, puis affaire de famille. Une passion qui prend énormément de temps. En déplacement, en engagement, en kilomètres parcourus. On est très fiers. Ouais. Le espoir du cyclisme breton se met en route vers de nouvelles victoires, peut-être une, afin d'inaugurer sa nouvelle carrière, dimanche, en Coupe de France de cyclocross à la Narvilly. Voilà, et puis on termine avec une idée cadeau pour Noël. Notre confrère Steven Leroy a compilé pour vous ses brèves de trottoir. Amis vacanciers, amis juilletis, boulouir. Bon, je sais pas si tu suis trop un peu les aventures de musique, mais depuis quelques années, je te dis un peu où je suis en vacances avec la bourgeoise et les nains, comme ça, pour te donner une indication, quoi. Et pour connaître la suite, c'est la saison 3, compilée donc dans un DVD. Disponible à partir de ce samedi, et notre collègue brestois sera à l'espace culturel du Leclerc du Relac-Curuon ce samedi à 10h et en dédicace à Dialogue à Brest à partir de 16h pour
rencontrer son public. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et bon week-end à vous.